Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec David Jayes, essayiste et enseignant à Sciences Po, avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, Nicole Niesotto, titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Média, la menace Bolloré ». Ce numéro est ainsi chapeauté « La prise de contrôle d'Europe 1 par l'industriel breton Vincent Bolloré est la dernière illustration de la stratégie de conquête déployée par le milliardaire dans le secteur médiatique ». À 8 mois de l'élection présidentielle, nous avons jugé important de saisir les raisons pour lesquelles il s'attache à acquérir des médias et à refaçonner leur ligne éditoriale selon son idéologie et ses intérêts. L'enregistrement des échanges avec le public de notre enregistrement de dimanche dernier de notre émission de dimanche dernier a été mis en ligne mercredi 8 sous l'onglet Les Badas. Mercredi prochain, sous le même onglet, nous mettrons en ligne le dernier de nos hommages à Bertrand Tavernier, troisième volet d'une conversation avec Frédéric Bourboulon, le principal producteur de Bertrand. Le prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 3 octobre. Les inscriptions sont ouvertes et d'ailleurs vous avez déjà commencé à vous inscrire. Il suffit de vous rendre sur notre site et de cliquer sur l'onglet Émissions politiques. Notez que ce site comporte désormais un nouvel onglet qui permet de retrouver toutes nos émissions thématiques ainsi que leur compendium depuis septembre 2017. Enfin, les compendiums, c'est depuis janvier 2019 seulement. Enfin, le compendium de toutes nos émissions est désormais accessible dans un nouveau format, plus commode, à la fois plus élégant et plus facile à transférer. Nous allons maintenant nous intéresser à l'énigme Marseille. Du 1er au 3 septembre, Emmanuel Macron était à Marseille, deuxième ville du pays avec ses 875 000 habitants. Il y a annoncé son plan Marseille en grand, 1,5 milliard de financements nouveaux, principalement pour les transports, la culture, la sécurité, les écoles. Voilà des décennies que cette cité se délite, quartier abandonné aux trafiquants, pression migratoire continue, intégration délaissée, violence banalisée, dette abyssale, 1,5 milliard d'euros, école déclassée, obsession victimaire, boulevard congestionné. Dans son livre Marseille, ville du monde, Nicolas Mesetti, docteur en sciences politiques, rappelle, je cite, qu'historiquement, depuis Defferre, il y a un découplage politique des quartiers nord par rapport à la ville-centre, sauf sous Vigourou, ces quartiers ont toujours été d'une couleur politique qui n'était pas celle de la mairie centrale. C'est ce qui explique leur mise à l'écart en termes de transport et plus généralement de services publics. Pour Defferre, c'était des nids de communistes, du temps de Gaudin, ça n'était pas sa clientèle électorale, et c'est un peu la même chose pour le printemps marseillais. La faute à un État trop distant qui revient de temps en temps en force. En 2016, la métropole Aix-Marseille-Provence avait été créée pour donner de l'élan au territoire. François Hollande, qui avait déjà lancé en 2012 un plan de sauvetage de la ville de 2 milliards d'euros, misait alors sur cette nouvelle structure à fiscalité unique pour exercer des compétences stratégiques dans les domaines de l'aménagement, du développement économique, des transports ou des logements. 5 ans plus tard, personne ne semble en mesure d'en percevoir la plus-value. Le politologue Patrick Lelydec, chercheur en sciences politiques au CNRS, explique que pour se protéger des villes ouvrières communistes, Gaston Defferre a pratiqué l'isolationnisme de 1953 à 1986. Progressivement, cette ville d'accueil des populations pauvres, notamment après la décolonisation, privée d'activités économiques et de recettes fiscales, est devenue le parent misérable du département. Aux dernières élections municipales, après 25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin, Marseille a basculé à gauche avec la victoire de l'écologiste Michel Rubirola, à laquelle a rapidement succédé Benoît Payan du Parti socialiste dans des conditions qui ont interrogé les observateurs. La ville possède toutefois des atouts. Malgré la drogue et les règlements de compte, Marseille a attiré cet été 3 millions de visiteurs sur son littoral et dans ses calanques. Elle séduit de nouveaux habitants,
ce qui entraîne la flambée des prix de l'immobilier. Entre 2015 et 2019, selon l'INSEE, la ville a accueilli chaque année en moyenne 10 500 jeunes âgés de 20 à 34 ans, extérieurs au territoire de la métropole. On y observe des phénomènes de gentrification, alors que le taux de chômage n'y est qu'à 9,9% contre 8% sur l'ensemble du pays. Réalité qui coexiste avec les effondrements de la rue d'Aubagne, l'affaire Guérini, les grèves des poubelles et les règlements de compte récemment remis à la une. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, Marseille en grand. 3 jours d'un président de la République, enfin 2 jours pour Marseille et 1 journée pour la grande réunion sur la biodiversité en danger. C'est accompagné évidemment d'un certain nombre de ministres et de gens tout autour de lui. Ça a effectivement marqué la rentrée. Comme tu l'as rappelé, Philippe, en 2012, donc c'était septembre, le 12 et 13 septembre, c'était Jean-Marc Ayrault. Alors c'est pas le président de la République, c'était le Premier ministre, passe lui aussi 2 jours, accompagné de 8 ministres, tout autant, annonce un plan de 2 milliards d'euros. Là, on est à 1,5 milliard, pour pouvoir essayer de, résoudre les problèmes de Marseille. Et comme vous l'avez dit, au fond, est-ce que ça a servi à quelque chose ? Et c'est une question, à mon avis, essentiellement politique que les difficultés de Marseille. Des faits quand même intéressants. Marseille, c'est la ville-centre, bien sûr, de la métropole. C'est 91 ou 96 communes, c'est-à-dire l'essentiel du département des Bouches-du-Rhône. C'est une situation comparable à celle de Lyon par rapport au Rhône. Mais autant le département du Rhône et la métropole lyonnaise ont réussi à trouver un modus vivendi, autant là, pas du tout. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est, pendant très longtemps, des partis politiques, des familles politiques qui ont été identiques. La métropole a été tenue par Gaudin et c'est Martine Vassal, qui est elle aussi LR, qui est à la tête du département des Bouches-du-Rhône. Et maintenant, elle est à la tête de la présidence de la métropole. Donc normalement, et puis on a eu la période où c'était plutôt des socialistes, enfin il n'y avait pas de métropole à l'époque. Deuxième particularité, c'est très nettement la ville-centre, puisque vous l'avez rappelé, c'est 875 000 habitants. Et en dessous, on a des villes ou des agglomérations qui tournent autour de 175 000. Donc, il n'y a aucune contestation de la supériorité démographique de Marseille. Et dans son histoire, c'est effectivement la grande ville. Mais la grande ville au cœur de la métropole est la ville la plus pauvre. La pauvreté du centre de Marseille, la pauvreté de Marseille est une spécificité parmi les métropoles françaises. On dit toujours, Marseille a sa banlieue dans sa ville. Les quartiers nord, c'est la banlieue de Marseille. C'est vrai que c'est une très grande commune, mais c'est le cas de beaucoup de communes dans le sud de la France. Je pense à Arles, qui est la plus grande commune française en superficie. C'est vrai qu'on a construit sans plan d'urbanisme, à l'arraché dans ces quartiers nord, avec une arrivée, 1962, c'est la fin de l'Algérie, une arrivée massive de rapatriés qu'on a logés rapidement dans ces quartiers, pour partie. C'est une arrivée constante d'une population migrante de primo-arrivants constamment. Il y a eu les Arméniens au moment du génocide, mais on a les Comoriens, on a eu les Algériens. Enfin, c'est une ville qui est, en constante intégration permanente. C'est un peu comme Saint-Denis, si vous voulez. C'est un peu comparable à ça. Caractéristique aussi, c'est que ce grand ensemble est très marqué par des localismes extrêmement forts. On a 6 intercommunalités au sein de la métropole qui n'ont pas été fondues dans la métropole et qui ont refusé de l'être, avec évidemment emblématique la communauté du Pays d'Aix, avec sa mère qui vient de démissionner au 1er septembre pour raison de santé, n'est-ce pas ? Et dont la fille devrait prendre la succession au 15 septembre. Bien. Et qui est, arc-boutée à la volonté de ne jamais collaborer avec Marseille. Elle a même proposé de créer une autre métropole. Il y aurait une métropole du littoral qui serait Marseille et une métropole de la Provence, l'intérieur, qui serait Aix. C'est-à-dire un non-sens. Donc je pense qu'une des difficultés majeures de Marseille, c'est cette tension, cette opposition, ces rivalités politiques
constante. Vous avez rappelé que Defferre ne voulait absolument pas la moindre collaboration avec les communistes, ce qui fait qu'il a refusé dans les années 60 la communauté urbaine. C'est le seul qui ait refusé la communauté urbaine. C'est étonnant, parce qu'à l'époque, les maires n'avaient pas les moyens de refuser quoi que ce soit. Elle a été imposée à Lille, elle a été imposée à Strasbourg. Bon, les maires pouvaient, en discutant, proposer d'avoir une communauté urbaine. Mais quand l'État décidait d'en mettre une, on ne pouvait pas dire non. Defferre, lui, a réussi à ne pas obtenir la communauté urbaine. Ce qui, à mon avis, a été une erreur majeure dans les années 60, parce que dans les années 60, on n'était pas dans l'accumulation d'un certain nombre de grosses difficultés qu'on a eues ensuite. Et cette rivalité a fait que ce refus des communistes, c'est pas tellement les quartiers nord qui étaient un repère de communistes, là je suivrai pas la même analyse, mais ce qui était important, c'est par exemple, il existe un pays d'Aubagne qui est tenu, effectivement, qui a été tenu très longtemps par les communistes. Et c'est-à-dire que Marseille s'est retrouvée entourée d'intercommunalités hostiles. Et c'est très intéressant parce qu'on est sur une représentation. Marseille s'oppose à Paris. Vous avez vu pendant les histoires de la Covid, quand on leur a imposé de porter le masque ou d'avoir un couvre-feu, tout le monde a hurlé, y compris le maire Benoît Payan, en disant que c'était scandaleux, qu'une fois encore, ils étaient victimes. Mais de la même façon, vous avez toutes les intercoms ou communalités ou les villes qui voient par Marseille comme voulant les dominer et leur imposer sa façon de faire et sa façon de voir. Donc on reproduit à une échelle locale ce même discours d'opposition très très forte à Marseille. Et je crois qu'une des grandes difficultés, c'est est-ce qu'ils peuvent partager un projet commun ? Est-ce qu'on ne peut pas faire fonctionner une métropole, surtout avec de grosses difficultés comme ça, sans porter de projet commun ? Pas de projet commun sur les déchets. Vous savez bien qu'on n'arrive pas à régler le problème à Marseille. Pas de projet commun sur les transports. Pas de projet commun, même sur ce que pourrait être un pôle universitaire. Il y a Marseille, Aix, mais on sait très bien qu'il y a Aix d'un côté et Marseille de l'autre, et que ça communique très très mal. Donc, tout ça accumule un certain nombre de retards. Et je ne suis pas d'accord quand on dit que l'État a laissé tomber Marseille. Non, parce que toutes les avancées ont été des avancées portées par l'État. Toutes, sans exception. Et encore la métropole qui a été imposée en 2013 et qui n'a été mise en place que le 1er janvier 2016 avec beaucoup, beaucoup de difficultés et qui fonctionne mal. Je suis d'accord avec Béatrice quand elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, parce que je l'ai mal dit en réalité. Le fait que la fameuse phrase sur l'État qui a abandonné Marseille, j'aurais dû dire de manière plus explicite que c'est la phrase qui est tout le temps utilisée par les Marseillais, notamment pour expliquer les décisions qu'ils n'ont pas prises, les politiques qu'ils n'ont pas menées et les résultats qu'ils n'ont pas obtenus, mais que c'est en effet, comme Béatrice vient de le dire, c'est un leurre. Nicole Niesotto. Oui. Marseille, c'est la plus vieille ville de France, moins 600 avant Jésus-Christ, et c'est aussi une des plus vieilles énigmes de France. Je voulais juste vous citer Blaise Cendrars, et Dieu sait qu'il a voyagé dans la terre entière, où il définissait Marseille comme une des villes les plus mystérieuses du monde et des plus difficiles à déchiffrer. Donc il y a une énigme Marseille qui va au-delà, si je puis dire, de la décentralisation, enfin de l'histoire moderne de cette ville. Et c'est un peu en creusant, moi, que je voulais illustrer 2 points dont vous avez parlé tous les deux, qui sont l'incurie administrative totale de la classe politique marseillaise, et sa corruption d'ailleurs, et deuxièmement la pauvreté relative du port de Marseille, qui est quand même malgré tout le premier port de France. Alors sur l'incurie administrative, on peut l'illustrer très facilement, enfin douloureusement d'ailleurs, l'effondrement de la rue d'Aubagne en 2018. En fait, ce qu'a révélé le voyage d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a 68 immeubles de ce type à Marseille qui sont près de s'effondrer. Il y a 174 écoles qui sont totalement sinistrées avec des rats, un délabrement absolument incroyable dans une république moderne. Et je crois qu'on peut trouver une des raisons de cette incurie administrative marseillaise dans l'histoire ancienne de Marseille. Marseille, la Provence autrefois, jusqu'à son rattachement au Royaume de France, la Provence avait comme capitale Aix.
Aix-en-Provence. Et Marseille était tournée vers la mer, c'était le port du Levant, le port du Lorient, et a très peu développé de culture administrative. C'était à Marseille, c'était à Aix qu'il y avait le gouverneur, c'était à Aix qu'il y avait les tribunaux, c'est encore maintenant à Aix, je crois qu'il y a la cour d'appel. Et donc on a eu très très tôt dans l'histoire de France ce clivage entre la capitale administrative, politique, riche, bourgeoise, bien pensante, qui était Aix-en-Provence, et Marseille, la ville pauvre, tournée vers la mer. On retrouve un peu cette divergence culturelle, et Marseille, c'est désintéressé de la gestion administrative et a désappris à le faire. Alors, là-dessus, c'est développé ce qui va avec l'impuissance, la corruption. Marseille, il faut quand même le dire, c'est une des villes les plus corrompues de France. J'ai pas dit d'Europe, mais de France. Et on voit cette corruption à peu près dans tous les domaines. On se souvient, dans le football, en 93, lorsque Tapi, l'OM a été accusé d'avoir acheté un match contre Valenciennes. On le voit dans le bâtiment, le BTP, avec le scandale de la Tour de Léon en 2016. On le voit dans la politique. Jean-Claude Gaudin a été mis en examen en 2020, donc très récemment. On voit les sénateurs socialistes, Samia Ghali et Jean-Noël Guérini, qui sont aussi accusés de corruption sur les déchets. Et dans la police aussi, on a 18 policiers qui ont été mis en examen pour corruption, et ça a donné d'ailleurs le film La Bac Nord. Donc on a une culture très spécifique, à la fois d'incurie, de corruption, qui est, je crois, propre à Marseille, et qui fait cette culture politique qui est à la fois très clanique, c'est-à-dire on est fidèle à un homme, pas forcément à un parti, plutôt à un clan. Et d'ailleurs, la démission de l'écolo pour la socialiste relève de cette culture clanique. Donc il y a ça d'un côté, et en même temps, il y a une formidable culture collective marseillaise, c'est-à-dire une espèce de nationalisme marseillais. Quand Didier Raoult a été accusé, même les Marseillais qui étaient contre Didier Raoult le défendaient, parce que quand même, Marseille, il faut défendre Marseille, c'est Paris qui accuse Marseille. Donc ça, je crois que c'est très important à prendre en compte. Je ne dis pas que c'est l'explication unique de l'incurie et de tous les problèmes de Marseille, mais je crois que ça joue beaucoup. Et deuxièmement, si je puis dire un mot sur la pauvreté, ou sur la pauvreté de Marseille, parce que c'est vrai que c'est assez incompréhensible. C'est devenu le premier port de France et le 5e port européen. Et on peut se demander pourquoi il y a ce sentiment, d'ailleurs que Sandra relevait déjà, il disait c'est une ville sale et pauvre. Eh bien, je crois que tout simplement parce que le port de Marseille a subi le choc de la décolonisation, il l'a subi en plein fouet, alors que Bordeaux et Nantes avaient subi beaucoup plus tôt la décolonisation sur l'Afrique et la fin de l'esclavage. Marseille a subi la décolonisation dans les années 60, en particulier donc vis-à-vis de l'Algérie. 700 000 pieds noirs sont arrivés à Marseille en 62, dont beaucoup sont restés sur place, dont beaucoup aujourd'hui ont viré quand même à l'extrême droite, ce qui alimente aussi une culture un peu mafieuse. Et puis ensuite, il y a eu toutes les vagues d'immigration, en particulier les immigrations économiques algériennes et l'émigration politique algérienne, lorsque le fils a failli arriver au pouvoir en Algérie en 96. Et donc, il y a, de la part de la ville, l'accueil très cosmopolite de ces populations, qui sont des populations pauvres, et qui, du coup, ne permettent pas au budget de la ville de prospérer comme le fait celui d'Aix-en-Provence. David Jays. Oui, Nicole disait, citant Sandrard, que Marseille est une ville une énigme. Moi, je dirais que c'est une ville de contrastes, et de contrastes forts, et c'est pour cette raison qu'elle nous inspire des sentiments forts. D'abord, c'est la 2e ville de France. Elle a une place importante dans notre imaginaire national. Et dans le même temps, si la Méditerranée était un pays, elle pourrait, avec une ou deux autres, prétendre à en être la capitale. Donc il y a effectivement cette ambiguïté de savoir si Marseille regarde vers la France, vers la France du Nord, ou regarde vers la rive sud de la Méditerranée. Par ailleurs, on a un niveau de criminalité et de narcobanditisme qui est absolument explosif à Marseille, en particulier depuis quelques années, parce qu'on a déstabilisé un certain nombre de réseaux dans le milieu, et que donc on a une guerre de petits chefs qui est extrêmement meurtrière, puisqu'on a un nombre de tués par arme à feu, j'ai pas le compte exact, mais qui est déjà plus élevé cette année ou qui est moins élevé cette année, voilà, à ce stade, mais qui est quand même spectaculaire. Il y a encore eu des personnes qui ont été assassinées l'année dernière, et dans le même temps,
contraste, les populations semblent cohabiter mieux que dans d'autres quartiers prioritaires. Regardez, les quartiers nord, par exemple, il n'y a pas eu d'émeutes urbaines en 2005, par exemple. On a, dans le même registre des contrastes, un très fort délabrement de l'espace public. On parlait des écoles, effectivement, qui tombent en ruine et de ce scandale qu'il y avait eu autour des partenariats publics-privés lancés par la mairie Gaudin. Et c'est ça qui a d'ailleurs mis sur orbite le printemps marseillais. C'était la campagne contre les PPP. On pourrait aussi parler de cette rue d'Aubagne où, effectivement, on a des immeubles qui menacent ruine. Et dans le même temps, on a une identité collective qui est vibrante et un sentiment d'être marseillais autour de l'Olympique de Marseille, autour du Docteur Raoult, qui parfois d'ailleurs prend des proportions un peu folles. Donc c'est une ville vraiment contrastée, et je pense que pour sortir des difficultés dans lesquelles elle se trouve, il faut s'intéresser à l'histoire, parce que c'est une ville où les pesanteurs de l'histoire et de la géographie d'ailleurs sont très importantes. La première pesanteur historique, c'est au fond le fait qu'il y a eu des arrivées successives de populations qui se sont fixées par quartier et par communauté. Et non seulement c'est une pesanteur historique, puisqu'il y a eu les Arméniens, il y a eu l'immigration maghrébine, il y a eu les Comoriens, il y a eu des vagues d'immigration successives, mais c'est devenu, à partir du mandat de Defferre, un mode de gestion politique explicite. C'est-à-dire que Defferre, en fait, il gérait par arrondissement, par clientèle, et donc c'est rentré en quelque sorte dans les mœurs de la gestion politique marseillaise, que tout devait fonctionner par communauté et par quartier, ce qui fait, à mon avis, de Marseille un cas assez singulier. La Seine-Saint-Denis n'est absolument pas gérée comme ça, par exemple, même si on y voit la même dynamique de peuplement par population successive. En cela, d'ailleurs, Marseille ressemble vraiment à ces villes du Levant qui ont disparu dans le fracas des guerres du XXe siècle. Ces villes de milliers ottomans où coexistaient des communautés qui, en fait, vivaient côte à côte, mais sans vraiment partager un horizon commun. La deuxième pesanteur, à mon avis, c'est la disparité très forte dont a parlé Béatrice entre la ville-centre et les villes du pourtour qui constituent la communauté urbaine ex-Marseille. Il y a une trop forte disparité économique et sociale et culturelle, et je pense que dans ce contexte, ça rend très difficile de faire fonctionner le fait métropolitain. Le fait métropolitain, il fonctionne mieux en tout cas quand la ville-centre est en quelque sorte la pompe aspirante et le cœur économique, comme on le voit par exemple avec Lyon. Lyon concentre des activités productives et accueille des populations qui vivent dans les intercommunalités en périphérie, des navetteurs, et il y a un fonctionnement comme ça extrêmement, j'allais dire, d'aller-retour entre la ville-centre et les communes à l'extérieur. Marseille me fait un petit peu plus penser à Lille, en réalité, dans son fonctionnement, c'est-à-dire que c'est une ville qui est assez peu, pour le moment, tournée vers les communes de son environnement, même si Lille est beaucoup plus dynamique sur le plan économique que ne l'est Marseille. Et donc là, on voit qu'on a un échec du fait métropolitain au sens où la ville ne peut pas jouer le rôle de locomotive économique. Et puis la troisième chose qui n'a pas été dite, c'est le manque de diversité du tissu productif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit dans un certain nombre de métropoles, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, qu'on a une très forte polarisation sur l'économie de la connaissance, sur les services aux entreprises, sur l'ingénierie, qui est fortement créatrice d'emplois. C'est les seuls secteurs qui ont continué de créer de l'emploi en création nette entre 2008 et 2018. Et c'est vraiment ce qui est la locomotive économique. Et on voit que Marseille, aujourd'hui, n'est pas du tout à ce niveau-là, parce qu'elle reste focalisée sur des fonctions productives beaucoup plus classiques. Et on a autour de Marseille, avec Fos-sur-Mer, par exemple, une industrie très traditionnelle, chimique, pétrochimique, qui, au fond, est plutôt à horizon 10 ou 20 ans dans le déclin. Et évidemment, 3 millions de visiteurs, il y a la manne touristique, mais il y a une vraie réflexion à avoir pour sortir de cette monoculture productive, en fait, qui, à mon avis, explique une partie des difficultés économiques de Marseille. Marc-Olivier Padis. On a déjà dit beaucoup de choses, donc moi je ferai essentiellement 3 remarques. La première, c'est que les plus girondins d'entre nous restent un peu découragés par la description d'une ville comme celle-là. C'est-à-dire que ce jeu
entre les Marseillais qui accusent l'État et l'État qui vient proposer des plans et débourser de l'argent est quelque chose qui laisse un peu interloqué. C'est-à-dire que quand on voit les Marseillais dire, après le départ d'Emmanuel Macron, on est très déçus par les annonces, enfin quand même, les écoles, c'est la commune. C'est la commune. Enfin, commune, département, région, les Marseillais savent à qui ils doivent s'adresser. L'État vient annoncer qu'il fait un effort de solidarité exceptionnel et les Marseillais disent « on est très déçus, c'est pas autant qu'on espérait ». Alors, il y a un moment, évidemment, c'est une ville pauvre, Marseille, mais comment font les autres ? Comment font les petites communes rurales qui payent leurs écoles primaires comme elles le doivent ? Donc, on est un peu interloqué par ce jeu d'acteurs qui consiste à faire appel à l'État et à dénoncer une mise sous tutelle de Paris dès qu'on veut bien faire un effort. Donc, c'est quand même un peu décevant. La deuxième remarque, c'est qu'on a beaucoup parlé d'histoire, etc. Moi, je voudrais juste rappeler quand même des atouts extraordinaires de cette ville. C'est une belle ville. C'est une ville qui a le grand paysage marseillais, le paysage de la métropole, est absolument magnifique. Les calanques, qui sont un des endroits les plus magnifiques, qui sont juste à côté. Le tourisme, une attractivité quand même extraordinaire. On peut rappeler sur la métropole, c'est quand même en superficie la plus grande métropole de France. Des 14 métropoles, c'est celle qui est la plus vaste, qui correspond au bassin de vie, c'est-à-dire qu'en général, les métropoles sont plus étroites que le bassin de vie, c'est-à-dire l'ensemble des déplacements faits par les habitants, pour résumer. C'est 4 fois le Grand Paris en superficie. Donc, c'est quand même très, très grand. Et sur cette surface, il n'y a que 15% qui est urbanisé. Donc, il y a aussi une présence de la nature. Il y a encore une agriculture qui reste un atout. C'est un grand port méditerranéen, même si les occasions manquaient quand on compare par rapport à Barcelone, il y a de quoi pleurer, mais ça reste quand même un port avec une fonction logistique qui est importante, une fonction touristique aussi. Le front de mer a été correctement rénové. Les opérations urbaines ont été quand même intéressantes. Le MUSEM a redonné un accès à la mer. Moi, je me souviens que quand on allait à Marseille il y a 20 ans, on se disait « mais où est la mer ?» quoi. Aujourd'hui, on est sur le toit du MUSEM. C'est magnifique. Bon. On sait assez peu qu'il y a aussi des oléoducs qui relient en particulier le bassin de Fos, qui remontent par la vallée du Rhône, qui arrivent en Alsace, qui sont reliés à l'Allemagne, qui sont un atout infrastructurel important. Et un atout infrastructurel encore plus méconnu, c'est que les grands câbles sous-marins de connexion numérique débouchent sur le continent à Marseille. Donc Marseille est potentiellement un hub numérique, si vous me passez ce modernisme, tout à fait intéressant. Donc, il y a des atouts. L'État a fait des efforts considérables il y a longtemps. L'opération de Fos, c'est quand même aussi une opération nationale qui a apporté des choses. Et la troisième remarque, c'est cette métropole, finalement, est-ce qu'elle peut fonctionner ? Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Béatrice. Il y a un blocage politique, il y a des rivalités. On a rappelé Aix, c'est la ville du Parlement et de l'université, alors que Marseille, c'est la ville portuaire et la ville industrielle. Et donc, tout ça est difficile. Un paysage avec beaucoup d'intercommunalité. Mais quand même, c'est une métropole polycentrique. Donc, par rapport à ce que disait David, est-ce que le fait que Marseille soit pas le poumon économique de la métropole, c'est un handicap ? Peut-être pas. On pourrait imaginer une métropole où, avec des centres complémentaires qui fonctionnent assez bien. En revanche, c'est vrai qu'il y a un problème du coup majeur, c'est que tout le monde est un peu navetteur. C'est une des villes les plus congestionnées par la circulation automobile de France. Alors, il y a peu d'infrastructures, peu de transports en commun, etc. Mais le fait que ce soit une métropole polycentrique, à mon avis, ça pourrait plutôt être un atout. Encore faudrait-il que les acteurs s'entendent entre eux et jouent un jeu coopératif pour que ça fonctionne. Ça, je crois, pour un quart marseillais, je crois qu'en ce qui concerne les rapports entre Aix-en-Provence et Marseille, ils soient bien antérieurs aux personnalités contestables ou médiocres qui aujourd'hui occupent les fonctions municipales. Juste un mot sur cette visite du président de la République à Marseille. Quand je l'ai entendu, et comme je me souvenais du plan précédent, celui de François Hollande, qui était 2 milliards, comme on l'a rappelé, et c'était il n'y a pas très longtemps, quand je l'ai entendu, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est sa visite 1 an et quelques plus tôt à Beyrouth,
où il avait engueulé, pour dire les choses comme elles sont, les dirigeants, et où il s'était engagé, d'ailleurs vainement et de manière un peu tartarinesque, à ce que les choses et les dirigeants changent. Là, alors je sais bien que à Beyrouth, on ne vote pas pour le président de la République française, à Marseille, oui. Est-ce que cette façon de flatter les pires habitudes marseillaises est rentable sur le plan électoral? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'elle est rentable sur le plan de la politique et de l'idée qu'on s'en fait? Je suis sûr du contraire. Vous avez rappelé les uns et les autres que les écoles sont de la responsabilité municipale, que la rue d'Aubagne, c'est la municipalité, et à la fin de tout ça, la récompense de cette absence de travail municipal, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, c'est 1,5 milliard d'euros. Je pense que là, il y a quelque chose qui est pas acceptable. Béatrice Giblet. Oui, c'était quand même la même analyse sur la gravité de la situation qui avait fait qu'en 2012, on avait annoncé 2 milliards. C'était aussi pour les écoles, c'était aussi pour les transports, c'était aussi pour désenclaver les quartiers nord. C'est-à-dire qu'il est de la responsabilité de l'État au nom de la nation, quand on voit un pôle aussi important que Marseille aller mal, d'essayer d'intervenir. Autrement, on risquerait d'avoir des situations encore plus explosives. Je pense que ça vient... que ça tient à cela. Et en 2012, comme en 2021, il a été dit aux élus locaux, vous avez votre responsabilité dans cette affaire. Et on demandera des comptes. Ce qu'on n'a pas fait en 2012, je ne sais pas si on le fera en 2021. Mais je voudrais rappeler, on a cité la rue d'Aubagne, mais pensez Bordeaux. Bordeaux, qu'on présente comme la ville magnifiquement gérée, superbe, très belle. On a eu effectivement un effondrement de bâtiments et on est en train de faire l'inventaire du nombre d'immeubles qui sont menaçants. Et on a des gens qui, du jour au lendemain, doivent quitter leur logement pour des raisons d'insécurité maximale. Donc, même une ville comme Bordeaux, gérée par quelqu'un comme Juppé pendant des décennies, pose des problèmes de vieillissement. Enfin, je pense que c'est important à dire. Il n'y a pas que Marseille qui ait ce type de problème. Il y avait ce type de problème à Lille qui a été pris en charge beaucoup plus tôt parce que c'était tellement important que de toute façon, il fallait s'y mettre. Autre réflexion sur le port. Le port a été très longtemps un port autonome, c'est-à-dire complètement dirigé par l'État. Directeur du port nommé par l'État, et la ville n'avait aucun droit de regard sur ce qu'il se passait dans le port autonome. C'était pareil à Dunkerque. C'était vraiment, si vous voulez, un ensemble dont la ville a eu du mal à profiter. Peut-être aussi qu'ils ne s'en sont pas donné les moyens, assurément. Et nous n'avons pas parlé du tout, et je pense que c'est un tort, du rôle des syndicats. On ne peut pas parler de Marseille sans parler de FO et sans parler de la CGT. Et des dockers. Oui, la CGT des dockers, bien sûr, qui jouent un rôle et qui ont une responsabilité dans l'affaiblissement du port de Marseille, dans la liste des grands ports. C'est une véritable catastrophe. Et c'est Roselyne Bachelot, qui ministre de la Santé, rappelait cette anecdote où elle visitait l'hôpital de Marseille en tant que ministre de la Santé et où le responsable FO lui a dit « Qui c'est le patron ici ? C'est moi ». En étant au CHU de Marseille. J'entends encore Roselyne Bachelot nous raconter ça. Je pense que c'est quand même quelque chose de tout à fait essentiel. On présente Marseille comme étant véritablement la Mecque de l'emploi public. On est à 15 000 personnes employées à Marseille. On en a 4 000 à la métropole. On en a ou à la région, je ne sais plus. Enfin, c'est vraiment une source de clientélisme constant avec des avantages, chacun sait, fini parti, etc., etc. Donc, je crois que c'est... Alors, on va me dire, c'est la culture marseillaise. Oui, c'est quand même une forme de compromission, on va dire peut-être un peu à l'italienne aussi par certains côtés, dans une gestion, ou à la Corse, dans une gestion un peu méditerranéenne avec le patron au sens romain du terme. David Jayes parlait tout à l'heure du gouvernement de Marseille à la turque, si je puis dire, à la grande turque, par communauté. On peut ajouter que dans les communautés... Par clientèle. Par clientèle. Mais on peut ajouter que dans les communautés et les clientèles, Gaston Defferre, qui a été maire pendant près de 30 ans, avait ajouté toute la truanderie. Et qu'il tenait cette ville avec un autoritarisme
qui peut en effet faire penser au Grand Turc. Je me souviens juste d'un détail. À FR3, qui était à l'époque où il n'y avait que 3 chaînes publiques et où ces 3 chaînes étaient sévèrement gouvernées et contrôlées au niveau central à Paris, il y en avait une qui échappait à ça, c'était FR3 Marseille, qui était d'ailleurs surnommée De Fer 3, tellement il tenait la ville. David Jayes. Oui, alors juste parce que je suis pas sûr d'avoir été bien compris sur le fait métropolitain. C'est une métropole, c'est une association de communes. Pour que ça marche, il faut un pacte politique, et un pacte politique, c'est toujours un pacte fiscal. Pourquoi ça marche à Lyon, par exemple ? C'est parce que c'est des intérêts bien compris entre toutes les communes. C'est-à-dire qu'il y a la ville-centre qui concentre les fonctions productives. Il y a des navetteurs qui viennent travailler dans la ville-centre, qui gagnent de bons revenus et qui ensuite les réinjectent dans les villes périphériques, soit par la fiscalité, soit par ce qu'ils dépensent dans le petit commerce, etc. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à Marseille, ça fonctionne pas. Et j'ai du mal à voir comment, avec des cultures aussi différentes entre Aix et Marseille, comme ça a été très bien rappelé tout à l'heure, on peut arriver à construire un pacte politique et un pacte fiscal qui fonctionne. La métropole fait qu'on a une fiscalité maintenant commune quand même. C'est quelque chose qui est... Mais c'est récent. Le problème de la métropole, c'est qu'elle date de 2016 avec une partie des poids lourds qui la refuse. Donc Martine Vassal, aujourd'hui, par rapport à Benoît Payan, dans une rivalité politique, parce qu'elle a quand même été candidate pour un maire de Marseille et elle a perdu, on se trouve dans une tension là très très forte. Et au fond, les marges de manœuvre du maire de Marseille, quelles que soient ses bonnes intentions, sont quand même très étroite, justement du fait de la métropole. Or, qui la contrôle avec un certain nombre de ses élus ? C'est Martine Vassal. Ça arrange quand même pas les choses pour partager un projet commun. Afin que nous puissions aborder même brièvement le deuxième sujet que nous avions envisagé, l'après en septembre, je vais réduire mon introduction, ce que elle intéresse, pourront la trouver sur notre site, à la citation par laquelle je souhaitais la terminer. Il s'agit donc, d'après le 11 septembre 2001, de toutes les innombrables séquelles du terrorisme, écrit le journaliste américain Spencer Ackerman, de toutes les innombrables séquelles du terrorisme, la plus importante et celle qui est la moins prise en compte, c'est ce que la lutte contre le terrorisme a coûté à notre démocratie. Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui, alors 20 ans déjà, entre le 11 septembre 2001, l'attentat contre le World Trade Center et d'autres, et septembre 2021, le retour des talibans à Kaboul. Je crois qu'on ne peut pas faire le bilan du 11 septembre 2001, sinon on n'a pas aussi ce contexte général de ces 20 années de lutte contre le terrorisme et de terrorisme qui peut-être n'ont pas changer la face du monde. Je crois que ça, c'est mon point essentiel. Je crois que le terrorisme n'a pas changé le monde. Il n'a pas changé le système international. Ce qu'il a changé, ce sont les États-Unis. C'est la puissance américaine. Et par sa politique, par ses décisions, des présidents américains, dont George Bush notamment, ont réussi à changer le Moyen-Orient. Mais je crois que c'est ça le plus important. Les terroristes ont échoué à changer le système international. Et donc, si on regarde quels sont les deux effets à long terme du 11 septembre sur les États-Unis, je crois qu'il y en a deux. Il y a, premièrement, l'Amérique est partie en guerre contre le terrorisme. Le War on Terror n'était pas une formule rhétorique, c'était une véritable politique, une véritable stratégie qui a duré pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu la guerre en Afghanistan, puis la guerre en Irak en 2003, puis la coalition internationale en Syrie. Et je rappelle que la guerre contre l'Afghanistan en 2001 était une guerre dirigée par les Américains, mais qui était une guerre des Nations Unies contre le terrorisme. 41 pays ont participé au départ à la première opération, aux premières étapes de la guerre contre l'Afghanistan. Donc, les Américains sont partis en guerre, ça c'est le premier point très important. Et le deuxième point, la démocratie américaine a été affaiblie. Ça, c'est le deuxième point dont on a encore les effets aujourd'hui. L'Amérique, choquée par cette violence, a pris des lois antiterroristes qui étaient contraires aux principes démocratiques, le Patriot Act, l'autorisation de Guantanamo, l'autorisation de la torture, l'absence de vie privée, puisqu'on pouvait être contrôlé quand on allait en bibliothèque rechercher quelque chose sur le terrorisme à la fin du 19e siècle, etc., etc. 20 ans après, qu'est-ce qui reste que de ces deux choses ? Il reste une fragilité encore plus forte de la démocratie américaine
et on l'a vu avec Donald Trump, qui se répercute dans l'ensemble des démocraties occidentales. Je crois que la démocratie a été affaiblie par le terrorisme et bien sûr par d'autres choses, par les effets de la mondialisation, mais il reste quelque chose de ça. Et deuxièmement, en revanche, ce qui reste aujourd'hui, c'est non pas la volonté de l'Amérique de partir en guerre contre le terrorisme, c'est l'inverse, c'est la volonté américaine de sortir de la guerre du terrorisme. Depuis Obama, volonté de sortir de l'Irak, de la Syrie, de l'Afghanistan. Chaque fois une volonté qui est remise en cause par les événements, mais je crois que c'est cela que l'on peut retenir. L'Amérique a profondément changé et a changé le Moyen-Orient, et la démocratie est effectivement affaiblie. Un dernier point, Philippe, si vous permettez. Je crois que le choc de 11 septembre 2001 en a caché un autre. Et c'est là-dessus que je veux terminer. Le 11 septembre a caché quelque chose, un événement encore plus spectaculaire, mais qui n'a pas été perçu à cause du choc émotionnel, de la sidération de l'attentat. C'est qu'en décembre 2001, la Chine est rentrée à l'OMC. Et ça allait changer le monde beaucoup plus sûrement que les attentats du 11 septembre. Marc-Olivier Padis. Oui, je développerai 2 points. Le premier, c'est que ce que le 11 septembre 2001 a changé, c'est la chronologie de la fin de la guerre froide, la prise de conscience qu'on était installé dans une période qui, pour nous, avait commencé en 89 et qu'il y avait eu un tournant en 1989 et une période un peu difficile à définir d'optimisme libéral, disons, entre 89 et 2001. Et en 2001, on a compris que cette période se refermait brutalement. Mais aussi, on a compris qu'il fallait relire l'histoire passée et notamment revenir 10 ans en arrière et identifier ce qui s'était passé en 1979, c'est-à-dire que la chronologie pertinente, c'était plus 1989-2001, mais 1979-2001, parce qu'en 1979, il s'est passé 4 choses extrêmement importantes. D'abord, le deuxième choc pétrolier, qui a enrichi considérablement les pétromonarchies, qui ont pu développer un prosélytisme fondamentaliste à travers le monde musulman grâce à leur richesse. Deuxièmement, la révolution iranienne. Troisièmement, l'invasion de l'armée rouge en Afghanistan, qui a commencé leur catastrophe, et puis tous les grands désordres afghans dont on subit encore les conséquences. Et quatrième point, qui était plus passé inaperçu à l'époque, l'attaque contre la grande mosquée de la Mecque, prise d'assaut par un commando islamiste, et qui a été occupée quand même 15 jours. Donc dans le cœur symbolique du monde musulman. Et donc la prise de conscience qu'il fallait intégrer à notre lecture géopolitique internationale des éléments qu'on avait laissés complètement de côté, et donc d'enrichir d'une certaine façon notre lecture du monde. Le deuxième point, c'est que je suis très intéressé par ce que disait Nicole, c'est-à-dire c'est pas le système international qui a été changé, c'est les États-Unis. Alors ça me prend un peu à contre-pied. Je me dis un peu spontanément, est-ce que le système international peut rester le même si le principal acteur lui-même est profondément changé. Et le fait qu'il y ait un paradigme nouveau qui se soit imposé pour l'ensemble des relations internationales, c'est-à-dire la guerre contre la terreur, qui est aussi bien la Chine a adopté ce paradigme en disant regardez les Ouïghours, c'est des méchants terroristes, on va taper dessus. Regardez les Russes qui disaient bon bah Tchétchénie, on a les mains libres parce que c'est la guerre contre la terreur. Et surtout, enfin un point qui pour moi change quand même, a changé en tout cas dans cette période les relations internationales, c'est le fait que le choc du 11 septembre devait provoquer plutôt une union de l'Occident et qu'on finit avec un clivage, avec une faille transatlantique. C'est-à-dire que finalement, cette période n'a fait que creuser l'écart entre les États-Unis et l'Europe, alors que les deux sont... Enfin, que nous aussi, on est confrontés au terrorisme, qu'on a réagi un peu aussi de la même façon avec la mise en cause de l'état de droit, des procédures dérogatoires, etc. Mais au bout du compte, on a le sentiment qu'on s'est quand même beaucoup éloigné. Béatrice Gibelin.
Oui, moi je suivrai un peu Marc-Olivier Padis. Je pense aussi que la victoire, je mets des guillemets à victoire, pendant la guerre du Koweït pour les États-Unis, qui a été une guerre avec très peu de morts pour les Américains, qui a été très rapide, qui a donné un sentiment d'une puissance, d'une sorte d'invulnérabilité, et qu'ils savaient faire des guerres, surtout dans des Celle de territoires... 91. Oui, de 91. Surtout dans des territoires désertiques où il n'y a pas de couvert végétal, où on peut voir directement où on va bombarder, et que l'aérien allait éviter de devoir mettre des troupes au sol. Et donc, je pense que dans ce qui a suivi, après la sidération de 2001, je crois qu'il ne faut quand même pas oublier de comprendre pourquoi les Américains se sont embarqués, en se souvenant de ce qu'a été effectivement l'attaque des tours du World Trade Center. Donc, un sentiment de vengeance. Humiliation d'une part et vengeance d'autre part. Et avec l'idée qu'ils avaient une armée tellement efficace que les choses iraient... et je crois que ça a été une forme de confiance qu'ont eu les néoconservateurs ou les faucons, comme vous voudrez, en disant on va aussi régler l'Irak dans la foulée. Et évidemment, c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Et que ça a entraîné vraiment une déstabilisation qui, alors qu'on voulait faire la guerre contre le terrorisme, on a alimenté un djihadisme, un islamisme politique avec des grands projets qui a été jusqu'au projet de refaire un califat, un État islamique. Donc, ça a été l'effet inverse de ce qu'ils espéraient en supprimant le terrorisme. Donc, c'est un échec qui a été important et qui s'est trouvé, et ce que rappelait Nicole était très intéressant, c'est qu'en décembre 2001, c'est vrai, la Chine rentre à l'OMC. Et que ces difficultés qu'ont eues les États-Unis, et d'une certaine façon, nous, les alliés des États-Unis, à un moment où la Chine rentre dans le commerce international, s'est accompagnée de sa montée en puissance, qui n'a pas été que, évidemment, sur le plan économique, mais bien évidemment sur le plan politique et militaire. Dernier point, c'est que les Russes ont aussi vu que, d'abord, les États-Unis se sortaient pas mieux qu'eux de l'Afghanistan, hein, même si les États-Unis avaient beaucoup fait pour que les Russes, les Soviétiques, ne résolvent pas la situation afghane, et ils profitent aussi d'un retour de puissance dans cette situation. David Jayes. Oui, alors moi je suis trentenaire et si on fait un peu d'histoire vécue, le 11 septembre c'est quand même un événement absolument sans précédent, en tout cas à l'échelle de ma vie, et qui a coupé l'histoire en deux. Je crois que chacun se souvient où il était ce jour-là. Moi, pour ce qui me concerne, j'étais au Maroc, puisque j'ai grandi au Maroc en partie, et je me souviens de manière assez choquante d'ailleurs que certaines personnes, y compris dans la bonne bourgeoisie locale, se réjouissaient. Et c'est pour ça que je pense que c'est un point... Je souscris à ce que dit Marc-Olivier sur la chronologie 1979-2001, parce que c'est vraiment le point d'inflexion en fait de cette mondialisation néolibérale sous parapluie américain. Parce que 1979, c'est aussi Paul Volcker à la Federal Reserve, donc c'est une forme de discipline monétaire. C'est Thatcher, c'est l'élection de Thatcher au Royaume-Uni. Donc c'est un certain ordre du monde en fait qui se met en place et qui, à mon avis, est brutalement ébranlé en 2001. C'est de ce point de vue-là à la fois le point culminant, puisque la Chine effectivement entre à l'OMC après 10 années d'expansion du commerce international, et c'est un point de bascule. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Et les crises de 2008, crise financière, et de 2020, crise Covid, en fait, sont les deux autres grandes répliques ou les deux autres grands événements de fragilisation de cette mondialisation néolibérale sous parapluie américain. Et c'est la preuve qu'on entre vraiment dans un autre monde et qu'il y aura eu 20 ans comme ça de transition. L'autre raison pour laquelle c'est un événement sans précédent, à mon avis, c'est ce que disait Jean Baudrillard. C'est que c'est la première fois qu'un événement non seulement est retransmis en direct à la télévision, mais que c'est presque l'image précède l'événement. C'est-à-dire que c'est la déflagration mondiale. C'est évidemment le fait que ces tours aient été frappés, mais c'est leur retransmission en direct partout dans le monde. Et on rentre ensuite dans un cycle où en fait on va suivre la guerre en direct. On va suivre la guerre les opérations en Afghanistan, et puis ensuite surtout la guerre d'Irak. Là encore, moi j'ai des souvenirs de CNN en direct avec des filaments argentés dans la nuit. Effectivement,
effectivement cette guerre aérienne. On ne sait pas s'il y a des morts, on ne sait pas ce qui se passe, on voit juste des feux d'artifice dans la nuit. Mais j'ai vraiment le sentiment que ça restera pour les historiens qui nous étudieront dans 100 ans une césure historique absolument majeure, comme l'année 1979, qui au fond, en fait, marque la fin d'une parenthèse qui est celle de cette espèce d'entre-deux de mondialisation sous parapluie américain entre la guerre froide et le cycle dans lequel nous entrons et que je serais bien en peine de qualifier, même si on y voit quelques dominantes, le retour en force des nations, des empires et des blocs régionaux, le changement climatique et quelques autres éléments comme ça. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'introduirai, que j'inaugurerai, que j'ouvrirai en recommandant La Loi de Téhéran, le film de Sassed Roustahi, film iranien. Scénario, rythme, interprétation, tout est impressionnant, mais en plus, un formidable portrait de la société iranienne, pas du tout celle que l'on croit, si je puis dire, sous le régime des mollahs, société où la corruption, où la drogue, où les différentes modes de fonctionnement qui vont avec cette corruption, avec cette drogue, sont à un degré d'intensité extrêmement important, sans compter quelques images terribles sur ce que sont les gardes à vue dans le Téhéran d'aujourd'hui. Béatrice Gibert. À propos de corruption en Iran, savez-vous pourquoi les robes des mollahs ont des poches si profondes ? J'imagine que c'est pour y mettre... C'est pour y mettre tout l'argent qu'ils peuvent récupérer. Ce qui est toujours rassurant, si les gens sont corruptibles, ça veut dire que les régimes peuvent évoluer. Oui, ça c'est une... donc pour Marseille, on peut aussi avoir plein d'espoir. Oui. Alors moi, je vais vous parler d'un roman graphique dont on commence à parler, que j'ai trouvé absolument formidable, c'est La Cellule, qui est l'enquête en fait sur les attentats du 13 novembre 2015, qui a été écrit par un journaliste du Monde qui s'appelle Soren Silo, avec un autre chercheur du CNRS d'ailleurs, qui est Kevin Jackson, qui est un spécialiste du terrorisme, avec les dessins de Nicolas Otero qui sont magnifiques, d'une sobriété remarquable. C'est blanc et noir avec quelques touches de couleurs. C'est ni une charge contre l'islam, ni une charge contre les terroristes, ni une charge contre les services judiciaires ou de police, c'est une enquête, les faits, avec une précision absolue, une méticulosité, je dirais, absolument remarquable. Ça vous permet de suivre la complexité de cette préparation, des commanditaires, comment en fait les services de police étaient tout à fait... convaincus qu'on allait à l'attentat. On ne savait pas la date, mais que ce serait quelque chose de terrible. On voit vraiment les failles, surtout du côté belge, où vraiment des failles énormes par manque de moyens, par, j'allais dire, manque d'imagination, la difficulté d'imaginer qu'on puisse faire ce genre de choses, des négligences invraisemblables, vraiment. Moi, je vous recommande vivement de lire ce roman graphique qui aide vraiment à comprendre, à resituer les choses. Avec tous ces noms quand même, honnêtement, qui se ressemblent un peu, on a du mal à s'y retrouver. Là, il y a un organigramme qui est plutôt à la fin. Moi, je l'aurais presque mis au début, parce que ça serait plus facile pour s'y retrouver. Voilà. Nicole Niesotto. Oui, alors, je laisse à Marc-Olivier Padis le soin de vanter un ouvrage formidable sur justement ces 20 ans de terrorisme. Et donc, je vais me contenter de 2 mini-brèves normandes pour vous conseiller d'une part à Giverny une exposition magnifique sur les jardins, alors non pas dans la maison de Monet, mais dans le musée de l'impressionnisme à Giverny, qui est un endroit formidable. Il y a une exposition jusqu'au 1er novembre qui s'appelle Côté Jardin de Monet à Bonnard, avec alors, ça n'a rien d'original, on les a pratiquement tous vus, mais en ordre dispersé, ces jardins. Et de les voir comme ça dans une exposition, c'est un bonheur absolument inoubliable. Deuxième exposition, formidable également, bien que plus terrible, et qui a un lien avec notre sujet, le mémorial de Caen,
propose une grande exposition justement de photos sur le 11 septembre 2001. Et le mémorial de Caen est un endroit magique avec un progrès dans la scénographie qui a été fait depuis des dizaines d'années, aussi bien sur la Seconde Guerre mondiale que là sur le 11 septembre, qui vaut vraiment le détour. Donc Giverny, c'est à 45 minutes de Paris, et Caen, c'est à même pas 2 heures. Donc je vous conseille un week-end d'expo. Le mémorial de Caen est un endroit magique et menacé par un certain nombre de gens qui voudraient en faire une espèce d'Euro Disney de la mémoire. Marc-Olivier Padiz. Comme annoncé par Nicole, donc je recommande un livre vraiment remarquable sur le sujet dont on vient de traiter. Donc Marc Ecker et Elie Tenenbaum, La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, chez Robert Laffont. C'est vraiment la somme, je pense, sur le sujet. Donc Marc Ecker et Elie Tenenbaum sont tous les deux chercheurs à l'IFRI, Institut français des relations internationales. Et on a lu je ne sais pas combien de centaines de papiers de presse, de revues. On a lu des livres qui éclairaient différents aspects du sujet. Mais là, on a vraiment la synthèse extrêmement précise, extrêmement factuelle, très bien construite. Ça se lit presque comme un roman policier. Enfin, c'est vraiment un livre remarquable à tous les égards. Ils ont eu le prix de géopolitique cette année. Exactement. David Jayes. Alors, Philippe, puisque vous avez commencé par une recommandation cinématographique à laquelle je souscris, film absolument incroyable, même si très ambigu vis-à-vis du pouvoir et de la police iranienne. Je ne suis pas sûr que ce soit ambigu. Il me semble que c'est un type qui a réussi, puisqu'il l'a filmé en Iran. C'est pas un film, c'est pas une reconstitution. Je pense qu'il a été d'une habileté diabolique vis-à-vis des autorités locales et qu'il a réussi, et au fond, peut-être c'est aussi ce qu'il veut faire, à faire passer cette dénonciation pour une façon d'aider le régime à s'améliorer. Je suis d'accord, j'ai pensé à la même chose. C'est un film très, très straussien au sens de Léo Strauss. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il fait l'éloge ou si, au contraire, parce que le flic est incorruptible, le juge est incorruptible. Enfin, ça, c'est un débat qu'on aura. Oui, ils sont incorruptibles. Bon, c'est un débat qu'on aura Non. en micro. Moi, je vous en recommande juste un autre qui est absolument magnifique. C'est un film qui s'appelle Onoda, 10 000 jours dans la jungle, réalisé par Arthur Harari, sur ce soldat japonais arrivé trop tard sur une île des Philippines dans le cadre de la guerre du Pacifique et qui refuse de désarmer parce qu'il pense que c'est une ruse et que la guerre continue et qu'il va rester 30 ans dans la jungle. C'est un film extraordinaire. Je me suis dit au début 2h45 pour un type dans la jungle, ça va, et on ne s'ennuie pas une seconde. Il a un côté tragique, don quichotesque, parce qu'il se bat contre des moulins en réalité, et c'est tiré d'une histoire vraie. C'est un film extraordinaire par un réalisateur français qui en est à son 2e long métrage et qui a beaucoup d'avenir à mon avis. Je vous remercie. Je remercie aussi Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site et à ses améliorations, Olivier Magloire qui veille aux plateformes de financement, Nouvelles Écoutes qui nous produit, Adrien Beccaria et l'arrière-boutique où cette émission a été aujourd'hui enregistrée, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un Nouvel Esprit Public.